Salut les poussières d'étoiles. Notre destin est lié à celui du Soleil. Sans l'énergie qu'il nous apporte, impossible de soutenir une vie complexe sur Terre. Pourtant, ce même Soleil sera inévitablement responsable de la disparition de toute forme de vie dans le système solaire. Si ça peut vous rassurer, il vous reste quelques milliards d'années pour y réfléchir. En attendant, voici la véritable histoire de la fin du monde. Notre Soleil est une étoile, une boule de gaz d'1 million de kilomètres de diamètre constituée essentiellement d'hydrogène, l'élément le plus simple de l'univers. Son noyau, c'est un simple proton. Et depuis des milliards d'années se joue un combat entre des forces invisibles qui assurent la stabilité du Soleil et donc qui régissent notre monde. Ce combat a lieu entre la gravité de l'étoile qui cherche à la faire s'effondrer sous son propre poids et les couches de gaz qui font pression pour que ça n'arrive pas. Ce qui permet à l'étoile de soutenir ces couches de gaz, c'est l'immense quantité d'énergie qu'elle génère dans son cœur. Dans son cœur, il fait 15 millions de degrés. La pression et la température sont tellement fortes qu'elles suffisent pour que les noyaux des atomes se collent entre eux pour former des noyaux plus lourds. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Les noyaux d'hydrogène se regroupent par 4 pour former des noyaux d'hélium. La réaction produit une quantité phénoménale d'énergie sous forme de lumière. Le Soleil, au final, c'est essentiellement un réacteur thermonucléaire géant, du genre qu'on aimerait bien reproduire sur Terre pour régler tous nos problèmes énergétiques. Au fil du temps, l'hélium va s'accumuler dans le cœur de l'étoile comme un déchet. Sauf que l'hélium est plus lourd que l'hydrogène. Donc la densité du cœur va augmenter. Il va devenir de plus en plus comprimé. Et comme vous le savez tous, un gaz comprimé, ça chauffe. Vous en avez tous fait l'expérience. Quand vous gonflez votre roue de vélo, vous poussez sur le piston de la pompe et de ce fait, vous comprimez l'air dans la pompe. Faites ça assez longtemps et vous sentirez que votre pompe va s'échauffer dans votre main. Parce que l'air comprimé chauffe. Notre Soleil est donc condamné à devenir de plus en plus chaud et donc de plus en plus brillant au fur et à mesure qu'il vieillit et qu'il accumule de l'hélium dans son cœur. Il est aujourd'hui à la moitié de sa vie, après 4,5 milliards d'années de bons et loyaux services, et disons que jusqu'à présent, tout va bien pour nous. Il est pile à la bonne température pour qu'on savoure nos vacances d'été à la plage. Mais on fera certainement moins les malins dans 1 milliard d'années. Parce qu'à cette époque, la luminosité du Soleil aura augmenté de 10%. Ça paraît peu comme ça, mais dites-vous bien que c'est suffisant pour que l'atmosphère de la Terre soit trop chaude pour retenir la vapeur d'eau à sa surface. Et ça calme. Et ça va prendre s'arranger. Dans 3,5 milliards d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté de 40%. À ce stade, c'est bien simple, on peut dire adieu aux océans. Et ça commence à chauffer pour nos descendants s'ils ont décidé de rester sur Terre. Inévitablement, il va arriver un point d'environ 5 milliards d'années où le Soleil aura épuisé son carburant d'hydrogène. Le cœur du Soleil ne sera plus qu'une grosse boule d'hélium. Et là, la situation devient grave. Critique même. Parce que sans énergie disponible, il n'y a plus rien pour empêcher les couches de gaz de s'effondrer sur elles-mêmes sous l'effet de leur poids. Et donc l'étoile se contracte, chauffe, se contracte, chauffe. Jusqu'à un point où la température est telle qu'une petite coquille d'hydrogène autour du cœur se remet à fusionner. L'énergie libérée est telle que l'étoile se met à gonfler, à se dilater jusqu'à atteindre plus de 200 fois sa taille actuelle et plus de 2000 fois sa luminosité. Notre étoile s'est transformée en ce qu'on appelle une géante rouge. Autant vous dire, à ce stade, notre pauvre Terre elle est réduite au rang de steak carbonisé sur le grand barbecue cosmique. Dans ces conditions, plus aucune chance d'abriter la vie sous n'importe quelle forme. Ce sera littéralement la fin du monde. Bah ouais, c'est déprimant, mais c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas encore la fin pour notre Soleil, qui vivra encore 2 ou 3 bons milliards d'années. Avançons le film jusqu'à la fin. Imaginez, nous sommes en l'an 8 milliards après Jésus-Christ. Notre Soleil est à l'agonie. La température du cœur est maintenant montée à plus de 100 millions de degrés, presque 10 fois plus qu'aujourd'hui. C'est assez chaud pour entamer la fusion de l'hélium. Les noyaux d'hélium se collent par 3 pour former des noyaux de carbone. Et le cycle continue, avec l'hélium qui joue cette fois le rôle de carburant. L'étoile va évoluer pendant un moment, selon une succession de contractions du cœur, d'augmentation de la température et de fusion d'éléments de plus en plus lourds. Ce tableau, vous le connaissez tous, c'est le tableau de Mendeleïev qui représente tous les éléments chimiques qui existent dans la nature. Eh bien, une étoile comme le Soleil est capable de créer des éléments petit à petit jusqu'à l'oxygène. Sauf qu'il arrivera un moment où là encore le carburant va finir par s'épuiser. La fusion de l'oxygène exige des températures que la masse du Soleil ne permet pas d'atteindre. Après quelques dernières convulsions, le Soleil va finir par éjecter ses couches de gaz externes de manière grandiose. Ce phénomène, on l'appelle la phase de nébuleuse planétaire. Pourquoi nébuleuse planétaire? Parce que les anciens astronomes les prenaient pour des planètes. Le nom est resté, mais il porte un peu à confusion. Voici une photo de la nébuleuse de l'Hélice, à environ 500 années-lumière d'ici, prise par le télescope spatial Hubble, qui nous révèle ce à quoi pourrait ressembler cette ultime phase de la mort du Soleil. On ne peut pas vraiment prédire à quoi ressemblera exactement la nébuleuse planétaire du Soleil, parce que sa forme et ses couleurs dépendront de plein de facteurs, comme la composition chimique de l'étoile, son champ magnétique et la structure du gaz environnant. Mais dans tous les cas,
Ce sera certainement un spectacle magnifique. Ce qui va rester de ce cataclysme, c'est le cadavre du cœur de ce qui a été pendant plus de 10 milliards d'années notre étoile, qu'on appelle une naine blanche. Désolé, je peux plus résister. Naine blanche donc qui aura à peu près la taille de la Terre et sera essentiellement constituée de carbone et d'oxygène. Et à partir de ce moment-là, il se passe plus rien d'intéressant. Notre cadavre de soleil va rester là, éternellement, à refroidir, en attendant la fin de l'univers. Le roi soleil est mort. Et avec lui notre système solaire, qui est rendu totalement stérile. Nos descendants, s'ils ont survécu jusque-là, devront migrer s'ils veulent continuer à exister. Et donc il est temps d'essaimer la galaxie, d'aller là où qu'un homme n'est jamais allé. Notre galaxie compte plus de 200 milliards d'étoiles, 200 milliards de systèmes stellaires, et au moins autant de nouveaux mondes à découvrir. Je laisse les détails techniques concernant comment atteindre ces nouveaux mondes à un autre épisode. Sachez juste que c'est pas gagné. C'est pas impossible, mais c'est pas gagné. Les distances interstellaires sont juste incroyablement immenses. Mais imaginons que nos descendants y arrivent. En inventant le warp drive, l'hyperpropulsion, l'effet cosmodésique, en invoquant Raptor Jésus, enfin j'en sais rien, ils y arrivent. Il serait peut-être bon de se demander, mais qu'est-ce qu'on cherche après tout? Si on s'installe où? Alors bien sûr, il nous faudrait une planète avec de l'eau liquide et une atmosphère si vous aimez boire et respirer. Mais à mon sens, la première bonne idée serait de checker le voisinage. Parce que toutes les étoiles ne connaissent pas la lente agonie du Soleil. Mais ça, c'est une autre histoire. Des questions sur le Soleil et son destin, je vous invite à les poser en commentaire. Je répondrai aux plus pertinentes dans la prochaine vidéo. Pour aller plus loin, je vous conseille l'excellent Death from the Sky de l'astronome Phil Plait, qui m'a servi de référence pour cet épisode. Bon, il n'est malheureusement pas traduit en français, mais il n'en est pas moins génial. Donc je mets le lien dans le doobly-doo. Allez, à plus.